Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mesdames, Messieurs, d'abord, je voudrais remercier l'UFE et son président, Robert Dodilly, pour son invitation et pour l'action menée. Donc, merci, Robert, de me donner l'occasion de venir partager avec vous un témoignage sur les enjeux de notre secteur, mais aussi vous adresser quelques messages. Alors, je commencerai peut-être pas tout de suite par la situation désastreuse de l'énergie en Europe, mais parler un peu de transition énergétique, si vous le permettez. Je crois que cette journée s'inscrit dans une période charnière pour notre secteur, quelques semaines après la conférence environnementale qui a tiré les premières conclusions des 6 mois de débat sur la transition énergétique, et alors que le gouvernement œuvre à la future loi de transition énergétique. Cette transition, nous avons la conviction qu'elle est nécessaire. Le monde a changé, il se dirige, je l'espère, vers un développement plus durable, notamment dans son secteur énergétique. Nous devons réinventer un modèle énergétique. Le monde ancien est en train de disparaître, nous allons vers un monde nouveau. Nous devons rétablir l'équilibre entre les différents piliers de la politique énergétique en Europe, compétitivité, sécurité d'approvisionnement et protection de l'environnement. Cette transition, GDF Suez a décidé de l'accompagner, de l'anticiper même. Nous sommes aujourd'hui évidemment un groupe présent dans le monde entier, dans 70 pays. Nous sommes énergéticiens de référence dans le monde émergent. Nous avons aujourd'hui, nous produisons plus d'électricité en dehors d'Europe qu'en Europe. Nous y gagnons aussi plus d'argent. Et nous nous appuyons néanmoins sur des racines européennes extrêmement fortes et que nous voulons renforcer. Au fond, notre stratégie, c'est d'être l'énergéticien de référence dans le monde émergent et le leader européen de la transition énergétique. Nous défendons donc l'idée d'une transition énergétique fondée sur 2 piliers. Nous avons porté pendant le débat 2 propositions phares dont je me réjouis qu'elles aient été reprises par le président de la République et par le Premier ministre lors de la conférence environnementale. Le premier pilier, c'est l'accélération des politiques d'efficacité énergétique en se concentrant sur une de ses composantes, la rénovation thermique des logements les plus énergivores. Pour cela, nous proposons la création d'un passeport rénovation qui permette de détecter ces logements, d'accompagner les ménages à chaque étape de leurs travaux. Le passeport constitue ainsi à la fois un véritable audit approfondi de la situation énergétique des logements et une préconisation individualisée des travaux de rénovation. Le deuxième pilier, c'est la nécessité d'utiliser toutes les énergies, de s'appuyer sur un mix diversifié pour répondre à la diversité des usages de l'énergie, pour le chauffage, les usages spécifiques de l'électricité, le transport et l'industrie. Il y avait d'ailleurs le risque au début du débat qu'on se focalise un peu trop sur l'électricité, qu'elle soit nucléaire ou renouvelable, avec cette opposition un peu traditionnelle chez nous. Or, l'électricité, c'est 22% de l'énergie. On risquait d'oublier un peu les 78% restants, et notamment la chaleur qui représente 40%. Et nous sommes heureux de constater que le concept de chaleur renouvelable a commencé à faire son apparition dans le débat. Donc pour chaque besoin, il faut trouver la forme d'énergie la plus adaptée. Et nous considérons en particulier que le gaz renouvelable, le biogaz, issu de la fermentation des déchets urbains, des déchets industriels ou des déchets agricoles, est une énergie tout à fait pertinente, même si elle est marginale aujourd'hui, pour le chauffage, ou bien pour la production d'électricité, ou encore pour sa réinjection dans le réseau de transport ou de distribution de gaz, ou encore pour alimenter des flottes de véhicules. Il s'agit d'une énergie renouvelable prometteuse au plan environnemental, mais aussi au plan économique, qui contribue à la pérennité des filières agricoles, et notamment de l'élevage qui en a bien besoin. Nous souhaitons en tout cas que
la loi de transition énergétique soit l'occasion de se donner un objectif ambitieux de développement du biogaz. Le colloque, alors, aujourd'hui, a souhaité replacer ces discussions sur la transition énergétique en France dans le contexte européen. Et cela me paraît une initiative tout à fait salutaire. En effet, le modèle français ne saurait se construire sans une assise européenne solide. Les politiques, les systèmes énergétiques, les réseaux sont aujourd'hui profondément interdépendants. Et il n'est pas possible pour la France d'avancer toute seule. Elle doit même, elle a une vocation, me semble-t-il, dans ce sens, elle doit au contraire être l'un des acteurs de la refondation de la politique énergétique européenne. Or, vous le savez, vous l'avez dit, l'Europe traverse aujourd'hui une crise énergétique très sévère. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative d'inviter d'autres patrons d'énergéticiens européens. Nous étions 10 il y a une dizaine de jours à Bruxelles pour lancer en quelque sorte un cri d'alarme. À 10, nous représentons plus de la moitié des capacités électriques européennes, 210 millions de consommateurs, 600 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 600 000 salariés. Notre message, nous l'avons porté devant le Parlement européen, devant aussi les chefs d'État et de gouvernement, individuellement, en tout cas la démarche étant enclenchée, elle n'est pas terminée, devant le grand public aussi, pour qu'ils comprennent l'ampleur de la crise. Aujourd'hui, quelle est la situation en Europe? Et Johannes Thijssen, je voyais ce matin, avant qu'il vienne vous voir, a dû vous le dire. Premièrement, la sécurité d'approvisionnement énergétique n'est plus garantie. Les actifs de production à gaz, qui seront extrêmement utiles et appropriés pour les pointes de consommation, ces actifs étant prématurément fermés, abandonnés, même s'ils sont nécessaires pour assurer cet approvisionnement. Les 10 groupes que nous représentons ont ces dernières années fermé déjà, ou mis au cocon, 50 000 mégawatts de centrales à gaz, soit globalement l'équivalent déjà de la capacité de production électrique cumulée de la Belgique, de la République tchèque et du Portugal. Pour ce qui concerne GDF Suez, et Jean-François Cirelli est à la manœuvre pour cela, nous avons déjà arrêté la production de centrales à gaz, certaines quasiment neuves, de plus de 10 000 mégawatts en Europe, ce qui représente 7 à 8 fois la puissance de Fessenheim, qui en France concentre les débats. Et tout cela s'est fait dans l'indifférence et le silence. Deuxièmement, les émissions de CO2 sont actuellement à nouveau reparties à la hausse dans le secteur énergétique, en Allemagne, en Angleterre, pour ne prendre que quelques exemples. Alors que, vous le savez, les émissions de CO2 baissent aux États-Unis du fait simplement de l'élimination du charbon par le gaz. En Europe, c'est le mécanisme inverse. Troisième observation, la facture énergétique est en nette hausse, et on le constate tous les jours, alors qu'elle est en baisse aux États-Unis. Finalement, pour simplifier un peu, on peut dire que le prix de l'électricité est 2 fois moins cher aux États-Unis qu'en Europe, et le prix du gaz est 2 à 3 fois moins cher aux États-Unis. 2 fois et demi à 3 fois moins cher. Donc finalement, avec ce triple constat, on ne peut que dresser un bilan assez négatif sur chacun des objectifs de la politique européenne: lutte contre le changement climatique, sécurité d'approvisionnement et compétitivité. Alors, notre cri d'alarme, je crois aujourd'hui, il a été écouté. Je ne sais pas s'il a été complètement entendu, mais il faut désormais prendre des mesures. Et pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire nous les 10, bien que nous soyons dans des situations extrêmement différentes,
nous avons à la fois l'un des plus gros émetteurs mondiaux de carbone parmi les 10. Il n'est pas français. Et nous avons aussi le leader mondial des énergies renouvelables. Il est espagnol. Eh bien, nous sommes quand même mis d'accord sur un ensemble de mesures à proposer en allant au-delà de nos différences. Donc, nous proposons des solutions très, très, très concrètes. D'abord, relancer le marché du carbone, qui s'est effondré, par des mesures immédiates pour rééquilibrer l'offre et la demande. Et dans le même temps, se donner un objectif à la fois ambitieux et réaliste de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Deuxièmement, instaurer des mécanismes de rémunération des capacités en établissant des lignes directrices communes au niveau européen. C'est indispensable pour que les consommateurs européens puissent à tout moment bénéficier d'une énergie disponible et 100% fiable. Je dirais même, dans nos sociétés très complexes, dans lesquelles l'utilisation de l'électricité est partout, la sécurité d'approvisionnement est le premier devoir des gouvernements. Johannes Thijssen a appelé ce matin à développer un axe franco-allemand pour avancer sur ce thème et plus largement sur une architecture de marché rénovée. Et je suis convaincu de la pertinence de la coopération franco-allemande dans ce sens. Troisièmement, enfin, l'énergie renouvelable. On va parfois un peu caricaturer notre position, qui est de dire on mène une croisade contre les renouvelables. C'est évidemment inexact. Les 10 entreprises sont absolument convaincues que l'énergie renouvelable est un élément vital de la politique énergétique actuelle, aujourd'hui et plus encore demain. Certains d'entre nous, je le disais à l'instant, figurent parmi les premiers producteurs d'énergie renouvelable au monde. Pour ce qui nous concerne, GDF Suez occupe une place de premier rang dans le paysage européen des ENR. En France, nous sommes le leader dans l'éolien onshore, avec plus de 1300 MW en fonctionnement, et leader européen pour la biomasse. Mais nous pensons que le consommateur européen, ménage ou industrie, doit payer une facture de l'énergie raisonnable. Or, cette facture, elle a considérablement augmenté du fait du coût des renouvelables et du coût des subventions à des énergies renouvelables de technologie mature qui existent depuis assez longtemps. Et pour cela, il faut s'appuyer précisément en priorité sur les ENR les plus compétitives et matures. Alors, l'hydraulique, bien sûr. Bon, à cet égard, nous appelons de nos voeux la mise en concurrence des concessions qui devraient permettre d'exploiter au mieux tout le potentiel hydroélectrique français. L'éolien terrestre aussi. Et il faut encourager l'intégration dans le marché des nouvelles installations renouvelables. Nous ne demandons pas de toucher au passé. Des nouvelles installations renouvelables dont les technologies sont les plus matures. Et pour ces nouvelles installations, ajuster les aides publiques aux besoins du marché de l'électricité. Parallèlement, les politiques et les financements en recherche-développement doivent être renforcés, mais focalisés sur les technologies à faible émission de carbone, qui sont les moins matures, y compris les technologies renouvelables d'électricité et de gaz, et puis les hydroliennes, le power to gas, le stockage de l'électricité, la capture du carbone, ou tout ce qui est technologie smart. Voilà donc quelles sont nos trois grandes propositions. Et au fond, le message que nous portons aux chefs d'État et de gouvernement, c'est nous sommes tous dans des situations différentes. Mais nous ne demandons pas de l'aide, nous ne demandons pas à se sauver nous-mêmes. Une bonne partie des dégâts sont déjà faits. Il y a un article récemment The Economist qui montrait que déjà 500 milliards d'euros dans le secteur énergétique avaient déjà été grillés. Mais c'est l'Europe de l'énergie que nous appelons à sauver. Et pour sauver l'Europe de l'énergie, nous avons souhaité faire un diagnostic partagé et ensuite bâtir
au-delà de nos différences, soit très producteurs de charbon, à partir de charbon, ou très développés dans le renouvelable, un ensemble commun de propositions. Et le message que nous envoyons aux chefs d'État et de gouvernement, c'est faites de même. Les pays sont dans des situations différentes, mais surmontez ces différences et bâtissez un vrai système énergétique européen. Voilà donc les 3 messages que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Message d'inquiétude sur les dysfonctionnements du système énergétique européen. Grande inquiétude. Message aussi de mobilisation autour des solutions à mettre en œuvre. Le président de la République française, en étant le premier chef d'État à nous recevoir, nous allons les voir tous, a fait preuve de sa détermination à ce que la France joue un rôle fort dans la refondation de la politique énergétique européenne. Et je le redis comme Johannes Theissen ce matin, j'appelle de mes voeux, au moment approprié, une initiative franco-allemande. Enfin, troisièmement, message d'espoir dans une mutation du modèle énergétique qui réponde aux 3 objectifs de compétitivité, de sécurité d'approvisionnement et de protection de l'environnement. Je vous remercie.